l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Bienvenue si vous regardez Africable Télévision, vous êtes dans Afrique Soir. Tout d'abord, les titres de l'actualité. Législative au Togo, la Commission électorale nationale indépendante a fait le point hier sur l'état des lieux du dépôt des candidatures. Ils sont au total 29 partis à se préparer pour cette échéance prévue pour le mois prochain. Le gouvernement rwandais a lancé une caravane dans le but de faire découvrir les potentialités touristiques et culturelles du pays. Nous serons tout à l'heure en direct de Kigali avec notre envoyé spécial Djibril Maïga pour en parler. Et enfin, nous vous ferons découvrir le site d'exploitation de sable de Kalabankoro à Bamako au Mali, un véritable marché où se convergent quotidiennement exploitants de sable, coxeurs et acheteurs. Voilà, bienvenue dans Afrique Soir. Au Togo, la Commission électorale nationale indépendante a livré l'état des lieux du dépôt des candidatures pour les élections législatives du mois de juillet prochain. Ils sont au total 12 partis politiques, 2 regroupements de partis politiques et 15 indépendants à avoir déposé et validé le dossier de leurs candidats. Une présidente de la CENI croulant sur des piles de dossiers de candidature. Nous sommes quelques heures après la clôture suite à la prolongation du dépôt des candidatures et la CENI présente ses comptes à la presse. Il y a eu de l'inclusif. Les partis qui ont traîné des pieds ont profité des 3 jours de prolongation pour monter dans le train électoral. Nous sommes heureux de vous annoncer qu'à la clôture du dépôt, la CENI a reçu des candidatures venues de presque tous les partis politiques ou regroupements de partis politiques connus et actifs, ainsi que des listes de candidats et groupes de candidats indépendants. Ils sont au total 12 partis politiques, 2 regroupements de partis politiques et 15 indépendants à entrer en liste pour les prochaines législatives. Une participation disproportionnée d'un parti à l'autre. Union des nationalistes pour le travail. 1. CST, regroupant les partis suivants: ADI, ANC, MRC, OBU, PSR. 30. Alliance, 7. Les grandes écuries politiques, notamment l'UFC, la coalition Arc-en-Ciel, le collectif Sauvons le Togo et l'UNIR se réservent la part du lion, avec 30 listes, soit une liste dans chacune des circonscriptions en jeu. Les formations politiques et les indépendants se partagent les miettes. Ainsi, l'Union des nationalistes pour le travail n'a déposé qu'une seule liste dans la circonscription de Blita, alors que Santé du peuple n'alignera que 2 listes. Un déséquilibre qui annonce peut-être les couleurs du futur rapport de force sur l'échiquier politique après les élections. En entendant l'épreuve des urnes, les dossiers retenus par la CENI vont poursuivre leur porte-à-porte institutionnel comme prévu par la procédure. D'abord, ils vont se retrouver sur la table du ministre de l'administration territoriale avant que la Cour constitutionnelle ne révèle la liste définitive, normalement 25 jours avant le scrutin. Une campagne d'éducation civique et électorale de proximité vient d'être lancée au Mali dans la perspective de la présidentielle du 28 juillet prochain. L'initiative émane de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES en partenariat avec l'USAID et l'Union européenne. Objectif rechercher, informer et éduquer la population en vue d'une participation massive aux joutes électorales à venir. Nos reporters Pendan Ndiaye et Seydou Nyari ont recueilli quelques propos au cours de cette cérémonie. L'IFES est impliqué dans son projet les organisations de femmes, de jeunes, les personnes vivant avec handicap et les déplacés. Tous les citoyens ont droit à l'éducation civique et électorale. Pour mobiliser les Maliens autour des élections qui seront libres, transparentes sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous avons complété la formation de 150 animateurs de proximité, c'est-à-dire des gens qui ont été proposés par nos ONG partenaires pour être formés
équipés d'outils comme la boîte à images qui est adaptée au cas des élections, particulièrement l'élection présidentielle du 28 juillet. Ces animateurs iront à la rencontre des populations pour les sensibiliser, les informer sur la nécessité, par exemple, d'avoir sa carte Nina, sur la nécessité de sortir voter. Une vingtaine de pays africains réunis dans la capitale économique ivoirienne pour discuter des modalités d'ouverture d'une école de formation pour les inspecteurs d'État, une politique qui devrait contribuer à renforcer la capacité des institutions en charge du contrôle au sein de nos États. C'est lors de la 4e Assemblée générale du Forum des inspections générales d'État et des institutions assimilées en Angola que la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter l'Institut international de formation au métier d'inspection, de contrôle, d'audit, d'évaluation, d'enquête et d'investigation. C'est pour discuter des dernières modalités d'installation de ce centre de formation que les inspecteurs des pays membres du Forum ont effectué le déplacement à Abidjan. On va voir les textes qui vont créer cette école. Vous savez que la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter les locaux de cette école de formation qui va former au master, qui va faire une formation diplômante. Et l'école va être créée en association avec l'université John Jay College de New York et il va délivrer un master. Donc cela participe à la recherche de la bonne gouvernance, prônée évidemment par nos États. Pour le président du comité directeur du Forum, Joachim Mandé, inspecteur général d'État de l'Angola, l'ouverture de l'Institut de formation à Yamoussoukro est une opportunité offerte par le président Alassane Ouattara, qui s'est engagé personnellement et a mis l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny à la disposition du Forum. Au Sénégal, les autorités sont à pied d'œuvre pour faire connaître davantage Anna Kingsley, une noire américaine d'origine sénégalaise, un processus de réhabilitation qui intervient en prélude à la visite de Barack Obama au Sénégal. C'est dans le cadre du renforcement des relations entre le Sénégal et les États-Unis d'Amérique que l'UNITRA, l'Université du 3e âge au Sénégal, a choisi de nous parler d'Anna Kingsley, une américaine d'origine sénégalaise qui a été déportée aux États-Unis en tant qu'esclave et qui devient le propriétaire du champ de plantation de son mari. Arrivée aux États-Unis, elle a eu le temps de grandir, mais par son charisme, par ses qualités physiques, intellectuelles, morales, son maître qui était Kingsley l'a finalement épousée et ils ont eu 4 enfants. Et à la suite de sa mort, quand M. Kingsley est décédé, naturellement Anna ou Antomadjigien a hérité donc les esclaves, la plantation. Antomadjigien Ndiaye, de son nom sénégalaise, est mère de 4 enfants, dont 2 filles et 2 garçons. L'histoire de cette dame battante, brave et courageuse est parlante à plus d'un titre. L'Amérique doit historiquement beaucoup à l'Afrique, dont la contribution de son développement est largement le résultat de la sueur et du sang des fils du continent noir. Nous les Sénégalais, sans le moindre complexe, même s'il ne s'agit pas de s'en vanter, c'est un cas d'école qui nous est offert par l'exemple très illustratif de Antomadjigien Ndiaye. Non instruite pourtant, elle a su se battre conséquemment jusqu'au niveau le plus élevé de la justice de l'État de Floride pour démontrer qu'être noir n'était nullement une tâche indélébile, et ceci contre les Blancs tenant les plus durs de la théorie de l'inégalité. Au Mali, le site d'exploitation des sables de Kalaban-Koro a été ouvert il y a une trentaine d'années. Situé à la périphérie de Bamako, l'endroit ne désemplit jamais. C'est un véritable marché au bord du fleuve où convergent quotidiennement exploitants de sable, coxeurs et acheteurs. Moussa Bari et Sekou Tangara. Travailler, prenez de la peine. Ici, ce n'est pas le fond qui manque le moins. C'est du dur labeur du lever au coucher du soleil. Le site d'exploitation de sable de Kalaban-Koro fait partie des principales sources d'approvisionnement de la capitale. Opérationnel depuis près de 30 ans, il est un débarcadère pour les pirogues en provenance des villages du Mandi. Ce métier auquel s'adonnent de centaines de jeunes saisonniers n'est pourtant pas sans risque.
Puisque le réconfort est au bout de l'effort, les exploitants de sable affirment tirer leur épingle du jeu. L'exploitation de sable est une chaîne dont tous les maillons se disent comblés, du chauffeur de camion-benne au fabricant de pirogues. Ici, le mot interdépendance revêt tout son sens dans une véritable communauté de destin où le rayonnement des uns fait le bonheur des autres. Je l'annonçais en titre, faire découvrir les potentialités touristiques et culturelles du Rwanda au reste du monde entier. C'est l'objectif que s'est assigné le gouvernement rwandais à travers l'organisation d'une caravane qui prend fin demain. Djibrila Maïga, vous êtes en direct de Kigali pour Africa Télévision. Bonsoir. Bonsoir Mahmoud Kaba. Alors Djibrila, que peut-on retenir de cette caravane, de cette initiative de caravane? Cette caravane, il s'agit de la caravane Kuita Izina. Il faut dire que l'objet de cette caravane dénommée Kuita Izina Caravan Tour est surtout de faire connaître le potentiel touristique et culturel du Rwanda. Il faut noter que la journée d'aujourd'hui a commencé par un voyage d'une heure qui a conduit les caravaniers à Nirangarama, où ils ont pu apprécier le savoir-faire local des populations de cette localité. Ensuite, la quinzaine de voitures a continué son périple vers le district de Musanze, notamment à Ruangeri, à 2h30 de route de Kigali, la capitale. Après un déjeuner au barbecue, les caravaniers ont eu droit à une visite guidée des grottes de Musanze. Selon le guide sur place, ces grottes se sont créées grâce aux éruptions volcaniques et elles étaient l'endroit préféré du roi Rugazu Ndori. Ce roi a vraiment marqué l'histoire du Rwanda. Dans ces grottes communément appelées caves, on a pu voir des traces du roi et de ses chiens. Selon ce même guide, le roi Rugazu avait un arc et chaque flèche tirée, quand elle tombe, c'est une source d'eau qui se créait. On a parcouru pendant une vingtaine de minutes l'intérieur de ces grottes et c'est surtout une histoire, c'est tout un symbole au pays des mille collines. Et toute la soirée d'aujourd'hui sera marquée par des danses folkloriques pour permettre aux visiteurs d'apprécier le folklore de ce pays avec des artistes locaux. Merci Djibrila pour ces précisions. Merci Kaba. Nous restons toujours au Rwanda avec cette bonne nouvelle qui nous vient du pays des 1000 collines. Africa Télévision sera diffusée en clair dans le réseau TNT national du Rwanda à compter du lundi prochain 24 juin 2013. Une bonne nouvelle étant donné que la chaîne du continent souffle ses 9 bougies ce même lundi 24 juin 2013. Une image à présent avec cette démonstration de force des pro-Morsi en Égypte. Des milliers de personnes sont descendues dans les rues pour soutenir le président égyptien. Une manifestation organisée alors que les opposants au pouvoir ont appelé à manifester le 30 juin prochain. Un homme a été tué au mur des lamentations à Jérusalem. La garde de sécurité l'a pris pour un activiste palestinien quand il s'est écrié Allahu Akbar. Son comportement curieux lui a donc été fatal, même s'il s'agissait d'un visiteur juif. Nous sommes dans les environs immédiats du mur des lamentations à Jérusalem, lieu sacré de la religion hébraïque. En début de matinée, dans les toilettes voisines, un homme portant la kippa adopte un comportement curieux. Il se met brusquement à crier Allahu Akbar, créant une inquiétude immédiate. Les gardes de sécurité privée qui étaient déjà sur place se sont approchés du suspect. L'un d'entre eux a vu qu'il avait ses mains dans ses poches, ce qui est aussi un comportement suspect. Ce garde privé a ouvert le feu et a touché à plusieurs reprises le suspect, qui a été gravement blessé. L'homme décédera de ses blessures quelques minutes plus tard, sur place.
Son corps sera évacué dans cette ambulance. Pour ceux qui le connaissaient, c'est tout simplement la consternation. Je le connaissais. Ce n'était pas quelqu'un de violent. Je ne pense pas que la situation justifiait qu'on lui tire dessus. Ça me semble très grave et je suis très choqué. Le mur des lamentations est en permanence sous haute tension. On y craint toujours un attentat islamiste. S'agit-il d'une tragique erreur due à un climat permanent de peur ou d'une réelle menace écartée à juste titre? L'enquête devra le déterminer. La mousson est arrivée un peu trop tôt dans le nord de l'Inde. Un déluge a pris de court la population, mais aussi les autorités. Les secours ont du mal à se mettre en route. Le premier bilan fait état de plus de 200 morts, mais la liste des victimes devrait s'alourdir dans les jours à venir. Le gouvernement indien a mobilisé l'armée pour venir en aide aux sinistrés de l'Uttarakhand. Ce petit état du nord du pays, limitrophe avec le Tibet, subit une mousson précoce et abondante et doit maintenant venir en aide des milliers de sinistrés. Toutes les rivières sont en crue. Le petit aéroport de Dehradun, la capitale de l'État, est donc devenu centre logistique. Beaucoup de villes et villages ne sont plus accessibles qu'en hélicoptère. Des milliers de pèlerins en particulier sont en détresse dans cette région, connue pour ses temples et sanctuaires. Les auberges se sont effondrées, les gens attendent maintenant sans secours dans la forêt. 39 000 personnes ont été évacuées jusqu'à maintenant et il en reste encore entre 43 et 49 000 en attente. J'ai reçu un rapport confirmant la mort de 207 personnes, mais cela pourrait être beaucoup plus, car il y a des personnes prisonnières des débris. Je m'y rendrai demain pour m'informer et voir les lieux si le temps le permet. Jeudi soir, le Premier ministre a lancé un appel aux dons à tout le pays. Mais alors que les 10 000 soldats mobilisés progressent vers des zones isolées, l'étendue des dégâts et le bilan des victimes ne semblent devoir que s'aggraver. Place maintenant à l'actualité sportive avant de refermer cette édition avec l'arrivée de Laurent Blanc pour entraîner le Paris Saint-Germain, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France entre 2010 et 2012. Selon son agent, le nouveau sélectionneur signera son contrat la semaine prochaine pour 2 ans. Voilà qui referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Afrique.